Alors voilà, donc aujourd'hui on va faire les pathologies des surrénales. Ça va être pas très long parce qu'on va voir juste juste un petit rappel sur la physiologie des surrénales et quelques pathologies qui affectent les glandes surrénales. Donc déjà les glandes surrénales, elles sont ces petits, on va dire chapeaux sur les reins. Elles sont collées aux reins, donc il y en a deux, une au-dessus de chaque rein. Et lorsqu'on agrandit, vous trouvez là une coupe de la surrénale. Donc elle est composée euh, d'une zone médulaire et d'une zone corticale. Donc vous avez le cortex, c'est les trois zones d'Owen, et vous avez la médula. Donc la médula, le rôle de la surrénale, c'est la régulation du stress et de l'homéostasie hydrosodée. Donc tout ce qui est réponse au stress émotionnel et tout, et tout ce qui est homéostasie hydrosodée. Donc, ensuite. Donc maintenant, je vais traiter zone par zone. Donc vous avez la médulaire, la médulo-surrénale. Elle représente 20% de la glande surrénale, c'est-à-dire qu'elle se situe au milieu, c'est 20%, et les 80%, c'est la cortico-surrénale, c'est le cortex. La médula, elle présente 20% de la surrénale. C'est pas exactement une glande endocrine euh, proprement dite. On dit que c'est un tissu nerveux modifié et qui joue le rôle d'une glande. Et donc, il sécrète les catécholamines, qui sont à 80% l'adrénaline et 20% la noradrénaline. J'ai l'impression que je sais pas, est-ce que j'ai un problème de son ou pas? Est-ce que c'est que quelques personnes qui n'arrivent pas à m'entendre ou bien c'est tout le monde? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très Oui, bien. madame, parfois des Oui, coupures. madame. Alors bon, quand il y a des coupures, j'ai constaté la dernière fois que lorsqu'il y a des coupures, au niveau de l'enregistrement, il n'y a pas de coupure. Donc, s'il y a de trop grandes coupures, vous revoyez l'enregistrement. Et en même temps, j'essaye d'avancer lentement, comme ça, même s'il y a des petites coupures, vous pouvez quand même suivre, vous n'allez pas rater grand-chose. Donc, je reprends la surrénale. Bon, donc, c'est ce qui est au-dessus des reins, c'est collé aux reins. Elle se présente une médulaire au centre, une zone corticale au cortex, à- donc autour de la médula. Et la cortico-surrénale, elle est divisée en zones glomérulées, fasciculées et réticulées. Donc les trois zones constituent le cortex. Et à côté du cortex, on a la médula au milieu. Et donc j'ai dit, la surrénale joue un rôle dans la régulation du stress et dans la régulation du métabolisme hydrosodé. Donc, une coupe de la surrénale. Donc, la médulo-surrénale, c'est ce qu'il y a au centre. J'ai dit, c'est pas proprement dit un tissu endocrine, euh, au sens strict du terme. C'est plutôt une sorte de tissu nerveux modifié et qui joue le rôle d'une glande endocrine. Elle représente 20% de la glande surrénale, c'est-à-dire que dans la surrénale, on a 20% de médulaire et 80% de cortical. Et cette médulo-surrénale, elle sécrète les catécholamines. Les catécholamines qui sont à 80% de l'adrénaline et, euh, et 20% la noradrénaline. Donc, on avait vu la dernière fois, l'adrénaline, noradrénaline, les catécholamines, ça crée des vasoconstrictions et donc ça augmente la pression artérielle. Donc, la médulo-surrénale, elle répond aux stimuli qui viennent du noyau du tractus solitaire, au niveau du cerveau. Ce noyau du tractus solitaire est sensible aux barorécepteurs. Donc, comme ce qu'on a vu dans l'hypertension artérielle,
Lorsqu'il y a baisse de pression, on va activer les barorécepteurs qui vont stimuler le noyau du tractus solitaire, qui lui-même va aller stimuler la médule surrénale pour produire les catécholamines pour créer cette vasoconstriction, pour augmenter la pression artérielle. Ça, c'est le côté physiologique. Ensuite, le noyau du tractus solitaire répond également au système limbique. Et le système limbique, il s'active lorsqu'on a une forte émotion. Donc, lorsqu'il y a une forte émotion, on a activation du système limbique qui va aller stimuler le noyau du tractus solitaire, qui va stimuler la médule surrénale et qui va sécréter des catécholamines. C'est pour ça que lorsqu'on a des émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives, c'est-à-dire que ce soit de la colère ou de la joie extrême, on peut avoir des sensations physiques dues à cette émotion et c'est dû à la sécrétion des catécholamines. Comme parfois, vous avez par exemple une tachycardie, ça peut être une sensation de chaleur, ça peut être, c'est pour ça que les personnes par exemple hypertendues, lorsqu'elles sont lorsqu'elles sont énervées ou autres, ils ont une hausse de leur pression artérielle. C'est dû en partie à cette stimulation du système limbique qui va induire toute la cascade vers la sécrétion des catécholamines, qui va aller faire des vasoconstrictions au niveau des vaisseaux pour augmenter la pression artérielle. Donc voilà à quoi répond la médulosurrénale et dans quelles conditions les catécholamines sont sécrétées. Après, à côté de la médule surrénale, on a la zone corticale. Donc le cortex, j'ai dit, c'est divisé en zone glomérulée, zone fasciculée et zone réticulée. La zone glomérulée, celle qui est à l'extrémité, c'est-à-dire à l'extérieur, face externe de la surrénale, elle sécrète ce qu'on appelle les minéralocorticoïdes, principalement l'aldostérone. L'aldostérone, on l'a vu dans le système rénine-angiotensine-aldostérone. La zone glomérulée répond principalement à un stimulus qui vient de l'angiotensine 2, c'est-à-dire que c'est l'angiotensine 2 qui va stimuler la zone glomérulée pour une production d'aldostérone. Et l'aldostérone, bien sûr, elle a un rôle dans la régulation de la volémie, donc le volume sanguin, et de la pression artérielle. Je rappelle que c'est par action au niveau rénal, ça va stimuler la réabsorption du sodium et l'excrétion du potassium vers les urines. Ça, c'est pour la zone glomérulée. La zone fasciculée, elle produit les glucocorticoïdes, principalement le cortisol. Donc, la zone fasciculée, elle représente 75% de la corticosurrénale, c'est-à-dire que tout le cortex, la corticosurrénale, elle est majoritairement composée de zones fasciculées qui produisent le cortisol. Les autres, glomérulés et réticulés, ne représentent que le quart, donc 25%, de la zone corticale, donc de la corticosurrénale. Et donc, ces glucocorticoïdes ont plusieurs effets. Donc, le cortisol, il va augmenter la néoglucogénèse, mais ça peut avoir un effet hyperglycémiant ou régulateur de la glycémie lorsqu'on a une hypoglycémie. Ça a une action minéralocorticoïde à des doses thérapeutiques. J'explique, c'est-à-dire que lorsqu'on donne du cortisol à des doses thérapeutiques, c'est-à-dire c'est pas la corticosurrénale qui va le sécréter, ou donc on va recevoir un traitement corticoïde à base de cortisone par exemple, et à cette dose thérapeutique qui est élevée, le cortisol va, en plus de ses effets de cortisol, se comporter comme un minéralocorticoïde, donc comme l'aldostérone, et il va agir sur la réabsorption du sodium et le potassium, excrétion du potassium. C'est pour cette raison que lorsqu'on donne un traitement à la cortisone, surtout quand il est à longue durée, on demande au patient de diminuer sa consommation de sel. Parce qu'à haute dose, le cortisol agit comme l'aldostérone et il va permettre la réabsorption du sodium et donc une augmentation du taux de sodium dans le sang et augmentation de la pression artérielle. Bon, par voie de conséquence. Aussi, à dose pharmacologique, le cortisol, il a des effets catabolisants sur les os.
Donc, c'est-à-dire c'est pas, c'est néfaste de prendre du cortisol, c'est-à-dire des traitements aux corticoïdes sur une très longue durée. Ça peut causer des dégâts sur les os, euh, donc sur le squelette. Et aussi, le cortisol diminue l'effet du NO sur l'endothélium, NO donc monoxyde d'azote, nitric oxide, et sur l'endothélium, le monoxyde d'azote a une action vasodilatatrice. Donc, s'il diminue l'effet du monoxyde d'azote sur l'endothélium, ça veut dire qu'on aura un moindre effet vasodilatateur du monoxyde d'azote qui est produit dans l'organisme. Aussi, les corticoïdes et le cortisol fragilisent la peau et retardent la cicatrisation. Euh, alors, désolé, mon PC s'est mis en veille. Donc, il fallait le remettre. Donc, je me suis arrêtée où? Donc, le cortisol fragilise la peau et retarde la cicatrisation. C'est-à-dire, lorsqu'on a beaucoup de corticoïdes, lorsqu'on a une plaie, les corticoïdes retardent la cicatrisation par son effet en bas anti-inflammatoire et immunosuppresseur, c'est-à-dire que ça va limiter donc la réaction de l'organisme au niveau par exemple d'une plaie et donc du coup ça va retarder même le processus de cicatrisation. Ça a des effets anti-inflammatoires et immunosuppresseurs. C'est pour ça que, par exemple, les grands allergiques, ceux qui ont beaucoup d'allergies chroniques, on leur prescrit des corticoïdes. Parce que ces corticoïdes vont supprimer la réaction immunitaire. Donc, immunosuppresseurs vont supprimer la réaction immunitaire qui donne lieu aux symptômes de l'allergie. Et aussi, en dernier lieu, les corticoïdes jouent un rôle dans la maturation pulmonaire chez le fœtus. Et dans ce cas, quand par exemple on suspecte qu'une femme va accoucher de manière prématurée, quand c'est par exemple un grand prématuré, et on sait à l'avance qu'il risque de naître prématurément, qu'est-ce qu'on donne à la femme enceinte? Des corticoïdes pour justement accélérer la maturation pulmonaire du fœtus, comme ça même s'il naît prématurément, c'est-à-dire à 34, c'est-à-dire à 8 mois, peut-être à 7 mois de grossesse, euh, il n'aura pas besoin d'aller à la couveuse parce que le traitement corticoïde donné à la mère a permis la maturation de ses poumons et donc il n'aura pas besoin d'être traité, c'est-à-dire de passer son temps dans la couveuse le temps que ses poumons arrivent à maturation. Donc ça, c'est le rôle du cortisol. Donc qu'il soit donc rôle physiologique ou lorsqu'on le donne à dose thérapeutique, j'ai donné un peu le tout. Maintenant, la zone réticulée, la dernière zone, qui se trouve donc en contact avec la médulaire à l'intérieur, elle, elle synthétise les gonadocorticoïdes, le DHEA et l'androsténédione, qui sont des précurseurs des androgènes, donc des hormones sexuelles. Ça, c'est globalement pour la synthèse et donc le rôle de chaque partie de la glande surrénale et de ses effets. Maintenant, je vais passer aux pathologies de la surrénale. Première pathologie, c'est la maladie d'Addison. La maladie d'Addison, c'est une insuffisance surrénalienne chronique primaire. Donc, insuffisance surrénalienne, ça veut dire que les surrénales ne fonctionnent pas très bien, c'est-à-dire elles fonctionnent à un niveau inférieur que la normale. Chronique, ça veut dire que c'est sur le long terme. Et primaire, ça veut dire que ça a une cause de la surrénale. Ce n'est pas
une cause externe. Donc, vous avez, c'est-à-dire la pathologie, elle touche directement la glande surrénale. Ces causes, alors avant, quand il y avait beaucoup de gens qui étaient infectés par la tuberculose pouvait atteindre donc les surrénales et justement causer cette insuffisance surrénalienne qu'on appelait donc la tuberculose surrénalienne. Mais maintenant, bon, maintenant on n'a pas, on a rarement des cas de tuberculose. Donc la plupart des insuffisances surrénaliennes, elles sont dues à un mécanisme d'auto-immunité qui va détruire les, les glandes surrénales pour et diminuer leur, euh, leur action, donc leur travail. Vous pouvez avoir aussi des métastases surrénaliennes, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un cancer quelque part et qui se métastase sur les surrénales, ça peut donner une insuffisance surrénalienne, c'est-à-dire que ces métastases vont perturber le fonctionnement des surrénales. Donc voilà, globalement, c'est les trois principales causes de l'insuffisance surrénalienne, dite la maladie d'Addison. Pour cette maladie, donc vous avez plusieurs symptômes. En fait, par exemple, vous avez l'hyponatrémie et l'hyperkaliémie. Ça, c'est dû au déficit en aldostérone. Donc, vu que l'aldostérone permet la rétention du sodium et l'excrétion du potassium, lorsque l'aldostérone n'est pas là, le potassium n'est pas excrété vers les urines, donc il s'accumule, ce qui nous donne une hyperkaliémie. Et le sodium n'est pas assez retenu au niveau des reins, donc il part dans les urines et on a une hyponatrémie. Je précise que l'hyperkaliémie peut conduire jusqu'à l'arrêt cardiaque, car l'hyperkaliémie, elle a un rôle dans la relaxation musculaire, c'est-à-dire le sodium c'est pour la contraction et le potassium c'est pour la relaxation. Et donc à des doses très élevées de potassium, on peut avoir un arrêt cardiaque, c'est-à-dire le muscle il est relâché et et donc, du coup, il ne bat plus, il ne se contracte plus. D'ailleurs, pour la petite information de culture générale, lorsqu'on condamne une personne à mort avec une injection létale, on, dans certains pays, on lui donne une injection de potassium. Donc, directement au niveau du cœur, ça crée une hyperkaliémie qui cause l'arrêt cardiaque. Donc, je reviens au cours. L'hyponatrémie, l'hyperkaliémie, euh, ce qui, ce qui justifie le fait, c'est-à-dire ce qui explique. euh, donc, ce qui explique que les personnes qui sont atteintes de cette maladie ont une appétence plus pour le sel. C'est-à-dire elles ont tendance à manger beaucoup salé, préférer les aliments salés, parce que justement, ça, c'est un comportement qui va pallier à l'hyponatrémie, donc un apport en sodium élevé. Vous pouvez avoir aussi, la plupart des pathologies conduisent à des asthénies. Dans ce cas, c'est des asthénies avec des courbatures et l'hypoglycémie à jeun surtout. C'est par rapport au déficit en cortisol. Pourquoi? Parce que vu que le cortisol, il agit en stimulant la néoglucogénèse, donc une production de glucose. Si le cortisol n'est pas là, donc il n'y a pas de c'est-à-dire il y a quand même une stimulation de la néoglucogénèse par d'autres mécanismes. Mais l'effet du cortisol, lorsqu'il est enlevé, on a une moindre stimulation de la néoglucogénèse. Et donc l'hypoglycémie peut apparaître surtout à jeun, car, car il y a plusieurs heures où l'individu ne s'est pas alimenté, donc toutes les réserves sont épuisées de glycogène, donc les sources alimentaires et les sources en glycogène. Et le déficit en cortisol peut causer des hypoglycémies à jeun. Et vous avez aussi ce qu'on appelle la mélanodermie, c'est une hyperpigmentation des muqueuses et des zones de frottement. Là, ce qui se passe, je vous remontre un peu la surrénale. Donc, je dis la surrénale, elle est, si vous vous rappelez pour le cours de l'hypophyse, la surrénale, elle agit par un stimuli qui vient de l'hypophyse. Donc, l'hypophyse qui va sécréter la CTH, qui va aller vers
la surrénale et qui va stimuler donc les zones surtout fasciculées et réticulées pour la production de cortisol et les, les hormones que produit la zone réticulée, c'est l'androsténédione et le DHA. Donc, ce qui se passe, c'est que l'hypophyse, si la surrénale elle a un problème, donc elle ne sécrète pas assez de cortisol. Donc, l'hypophyse croit qu'il n'y a pas donc il n'y a pas de cortisol, il se met à sécréter encore plus d'ACTH pour stimuler la surrénale à produire ce cortisol. Il se trouve que l'ACTH agit en même temps en stimulant la POMC qui va aussi stimuler la MSH. La MSH, c'est l'hormone qui stimule la mélatonine, donc la production de mélatonine. Donc, si j'ai une sécrétion accrue d'ACTH, j'ai une stimulation accrue de la production de la mélatonine et c'est ce qui cause, euh, non, pas la mélatonine, la mélanine, pardon, hein. La mélanine, c'est elle qui a un rôle dans la pigmentation de la peau. Et donc, cette mélanine, lorsque je répète, donc lorsque j'ai une sécrétion accrue d'ACTH, j'ai une production accrue de mélanine et donc une pigmentation de la peau, une hyperpigmentation de la peau. On peut même voir certaines personnes atteintes d'insuffisance surrénale. À la base, elles sont blanches de peau et elles deviennent avec une peau, on dirait bronzée. Donc, voilà. Donc, la personne, elle devient brune par hyperpigmentation due à toute cette boucle de sécrétion d'ACTH et de stimulation de la MSH. Bon, ça, c'est pour la maladie d'Addison. Donc, deuxième maladie, c'est le syndrome de Cushing. Le syndrome de Cushing, c'est l'hypercortisolisme chronique. C'est-à-dire, on a vu l'hypofonctionnement de la surrénale. Là, c'est l'hypersécrétion de cortisol. Donc, ça, par contre, ce n'est pas forcément primaire. Donc, la cause, elle peut être secondaire, par exemple hypophysaire. Si j'ai un adénome hypophysaire qui touche les cellules corticotropes, donc qui produisent beaucoup d'ACTH, j'aurai une plus forte stimulation de la surrénale qui va me produire beaucoup de cortisol. Et le syndrome de Cushing, c'est toutes les causes que je vais énoncer, mais la cause hypophysaire principalement, c'est elle qu'on appelle la maladie de Cushing. Donc, il faut faire la différence entre maladie de Cushing et syndrome de Cushing. La maladie de Cushing, c'est l'adénome hypophysaire qui conduit à une surstimulation de la surrénale. Le reste va donner des symptômes de maladie de Cushing, mais sans adénome hypophysaire. Donc, on va appeler toutes ces causes, on va les appeler syndrome de Cushing. Donc, vous avez une source ectopique d'ACTH. Là, c'est lorsqu'il y a des tumeurs. Tumeurs soit bronchiques ou pancréatiques. Ces cellules tumorales se mettent à sécréter de l'ACTH en même temps que l'hypophyse. Donc, on a donc la source hypophysaire normale de l'ACTH plus une source d'ailleurs, donc d'autres tissus, qui vont me sécréter l'ACTH. Donc, au final, j'aurai une hyperstimulation de la glande surrénale. Vous pouvez avoir un syndrome de Cushing iatrogène, c'est-à-dire dû à des médicaments, lorsqu'on a une corticothérapie importante, avec de la cortisone, hydrocortisone, prédnisolone et méthylprédnisolone. Ces médicaments-là, lorsqu'on donne une corticothérapie très importante, on peut avoir des symptômes d'un syndrome de Cushing. Et vous avez aussi, en dernier lieu, une tumeur surrénalienne. Alors, dans la pathologie d'avant, donc la maladie d'Addison, une tumeur surrénalienne peut causer donc une métastase plutôt surrénalienne peut causer un malfonctionnement. Lorsqu'elle cause un dysfonctionnement et donc une baisse de la sécrétion des hormones surrénaliennes, c'est la maladie d'Addison. Le syndrome de Cushing, la tumeur surrénalienne, elle est là pour stimuler encore plus la production de, d'hormones surrénaliennes. Donc, pour les symptômes, il y en a beaucoup.
Donc le syndrome de Cushing, il apparaît par une obésité de la partie supérieure, donc des jambes fines et toute la partie supérieure obèse. On a un visage gonflé et rouge, on appelle ça un visage lunaire. Donc c'est un visage tout bouffi, tout rouge. Des ecchymoses fréquentes et inexpliquées. Donc les ecchymoses, c'est lorsque vous vous cognez et qu'après, au bout de 2 ou 3 jours, vous avez un bleu. Donc ça, ce qu'on appelle une ecchymose. Et chez les personnes qui sont atteintes du syndrome de Cushing, elles peuvent avoir des ecchymoses inexpliquées, c'est-à-dire sans s'être cognées. La personne, elle s'endort, le lendemain, elle se réveille avec 2, 3 bleus au niveau de son corps de manière inexpliquée. Elle n'a pas reçu de coups, elle n'a pas reçu de contusion. Et donc voilà, ça c'est dû au syndrome de Cushing qui cause ces ecchymoses inexpliquées, ces bleus qui sont d'origine inexpliquée. On peut avoir chez ces personnes-là aussi un affinement et une chute de cheveux, c'est-à-dire les cheveux ils deviennent trop fins et ils tombent rapidement. Des troubles du sommeil, des troubles psychologiques, une fonte musculaire, une perturbation du cycle menstruel chez la femme et également chez la femme un hirsutisme, c'est-à-dire un développement de pilosité euh, caractéristique de l'homme. Donc barbe, moustache, des poils sur le torse au niveau du dos, donc tout comme un homme. Donc, par rapport au traitement dans le syndrome de Cushing, c'est un traitement chirurgical lorsqu'il s'agit de tumeurs, donc qu'elles soient tumeurs surrénaliennes ou adénomes hypophysaires. On peut aller par la chirurgie retirer la cause. En cas d'échec de la chirurgie, on peut donner un traitement médical parce que parfois c'est des tumeurs qui sont bronchiques ou pancréatiques qui causent euh, ce syndrome et parfois on ne peut pas les atteindre ou même les détecter pour les enlever. Et donc on donne un traitement médical pour essayer de freiner les effets de, des corticoïdes, etc. Ou dans certains cas, on peut carrément faire une ablation de la surrénale, donc on enlève toute la surrénale et on supplémente avec une dose correcte des hormones qui manquent, donc les, les corticoïdes, donc tout ce qui est par rapport au cortisol, par rapport à l'aldostérone ou par rapport aux androgènes. Je passe donc à la troisième maladie, c'est l'hyperplasie congénitale des surrénales. Donc l'hyperplasie, c'est-à-dire une augmentation de la taille et donc du coup un problème dans la surrénale. L'hyperplasie congénitale des surrénales est une maladie génétique. Donc elle c'est une mutation d'un gène et qui va causer cette hyperplasie congénitale. Dans 90% des cas, la maladie génétique, elle est due à une mutation au niveau du gène qui code pour la 21-hydroxylase. La 21-hydroxylase, c'est une enzyme qui permet la production de cortisol et d'aldostérone. Donc, si on n'a pas de 21-hydroxylase, on n'a pas de cortisol, on n'a pas d'aldostérone. Donc, ce qui se passe lorsqu'on a une hyperplasie congénitale des surrénales. On a dit que l'hypophyse envoie un signal via l'ACTH, donc c'est l'ACTH qui va aller stimuler la zone glomérulée, non, la zone fasciculée réticulée pour la production normale. Donc bon, vous avez la zone glomérulée qui produit de l'aldostérone, la fasciculée le cortisol, la réticulée qui produit les androgènes. Après, au bout d'un moment, on a assez de cortisol, il faut signaler à l'hypophyse que ça y est, on a assez de cortisol, il faut arrêter de sécréter la CTH. Donc c'est le cortisol qui fait ce qu'on appelle le feedback négatif et qui, donc, lorsque on atteint une certaine concentration de cortisol, il y a un signal qui va vers l'hypophyse qui va inhiber la sécrétion de la CTH. Donc on va enlever la CTH. Mais lorsqu'il y a un déficit en 21-hydroxylase, donc il n'y a pas de production d'aldostérone et il n'y a pas de production de cortisol. Bon, bien sûr, c'est à des degrés. Les cas les plus extrêmes, c'est pas de production du tout, zéro. Mais on peut avoir des échelles, donc très peu,
Donc ça dépend de la mutation où est-ce qu'elle se trouve sur l'enzyme et à quel point elle impacte son activité. Donc bon, nous on va parler globalement donc du cas extrême pour mieux expliquer ce qui se passe. Donc, si je répète, si j'ai un déficit en 21-hydroxylase, donc je n'ai pas de production de cortisol ni d'aldostérone, donc ce qui va se passer, c'est que en absence de cortisol, ce feedback négatif, il ne se fait pas. Et d'un autre côté, quand je stimule avec la CTH, je n'ai pas de production d'aldostérone, je n'ai pas de production de cortisol, mais j'ai une production d'androgène. La production d'androgène, elle est indépendante de l'enzyme 21-hydroxylase. Donc, si je fais disparaître le feedback négatif, l'hypophyse va toujours croire qu'il n'y a, donc, elle va être signalée qu'il n'y a pas de cortisol et donc elle va continuer à sécréter la CTH en grande quantité pour essayer de stimuler la surrénale pour produire du cortisol. Et dans ce cas-là, lorsque j'ai une sursécrétion de la CTH, donc j'ai une surstimulation, bon, là, il n'y a pas de 21-hydroxylase, donc ça me fait rien, j'ai toujours pas de cortisol ni d'aldostérone. Par contre, j'ai une production très importante d'androgènes. Donc les hormones androgènes vont être produites de manière exagérée chez les personnes qui souffrent de cette mutation qui touche le déficit de la 21-hydroxylase. Et donc ça va donner des symptômes comme par exemple l'ambiguïté sexuelle à la naissance. Parce que ça se produit dès donc même au niveau du fœtus, vu que c'est une mutation. Donc même au niveau fœtal, ça se produit et ça se traduit par une ambiguïté sexuelle à la naissance. C'est-à-dire que le bébé né, on ne sait pas lorsqu'on l'observe visuellement, lorsqu'on observe ses organes, on ne peut pas dire à 100% est-ce que c'est une fille ou un garçon. Et ça, c'est dû à une surproduction d'androgènes. En général, c'est des filles, et on sait pas est-ce qu'elles sont réellement des filles ou des garçons. Parce que c'est des filles XX, mais elles ont une production d'androgènes tellement accrue qu'elle impacte sur la formation de leurs organes génitaux. On peut avoir aussi un syndrome de perte de sel chez le nouveau-né. Ça, c'est dû au déficit d'aldostérone. Lorsqu'il n'y a pas d'aldostérone, donc il n'y a pas de rétention du sodium, il y a perte de sodium, donc on va dire perte de sel. Chez le nouveau-né, elle peut se produire à 3-4 semaines de vie, un syndrome de perte de sel. Donc, quand il n'y a pas d'ambiguïté sexuelle à la naissance, c'est le syndrome de perte de sel qui permet de le diagnostiquer. Comme, comme il ne peut y avoir aucun de ces deux-là. Parce que j'ai dit, ça dépend de à quel point il y a un déficit en 21-hydroxylase, où se situe la mutation, à quel point elle impacte l'effet, le, l'action de l'enzyme. Donc, après, si on la détecte pas à la naissance par ces deux facteurs-là, ces deux symptômes, on peut avoir une virilisation aiguë chez la fille à la puberté. Donc, lorsque la fille commence à avoir sa puberté, on va avoir chez elle des caractères masculins qui vont se développer de manière aiguë, ou parfois une puberté précoce chez les garçons. Donc ça, c'est un peu les symptômes. Ça, vu que c'est les androgènes, donc ça touche tout ce qui est, donc tout ce qui est sexuel chez les patients atteints de cette pathologie. Donc pour les traitements, donc vu qu'il n'y a pas de cortisol, on va donner de la cortisone, donc une supplémentation hormonale. Du fludrocortisone, c'est pour pallier au manque d'aldostérone. Donc l'hydrocortisone, elle va agir comme le cortisol. Le fludrocortisone va agir comme l'aldostérone, donc pour la régulation de la volémie et les électrolytes, donc sodium-potassium. Et aussi, par rapport aux androgènes qui sont euh, sécrétés de manière accrue, on peut donner de la progestérone. La progestérone va avoir un effet anti-androgène. Et chez la fille, parfois, on peut donner des œstrogènes qui vont augmenter cet effet. C'est-à-dire qu'on travaille en parallèle avec la progestérone. Et
Bon, ça c'est dans les cas donc on va traiter avec un traitement hormonal, mais dans certains cas extrêmes où même le traitement hormonal ne fonctionne pas, on va aller à l'ablation de la surrénale, qui est hyperplasie, et on va donner une supplémentation hormonale pour bien équilibrer les personnes. Voilà. Quatrième pathologie, et je pense que c'est la dernière, c'est le syndrome de Cohn. Donc, le syndrome de Cohn, c'est un hyperaldostéronisme primaire, donc une sécrétion accrue, donc très élevée, d'aldostérone. Donc, je récapitule, on a vu l'hypofonctionnement de la glande surrénale, l'hyperfonctionnement avec l'hypercortisolisme, on a vu l'hyperplasie avec une hypersécrétion d'androgène, maintenant c'est l'hypersécrétion d'aldostérone. Dans le syndrome de Cohn, la plupart des causes, c'est des tumeurs bénignes ou une hyperplasie ou un carcinome. Carcinome, c'est-à-dire cancer de la surrénale. Donc, dans ces cas-là, cette hyperplasie, c'est pas la même que l'hyperplasie de la pathologie d'avant, c'est-à-dire l'hyperplasie congénitale. Non, c'est juste une augmentation de la taille et donc qui va donc permettre au tissu de synthétiser beaucoup plus d'aldostérone que la normale. Alors, ce qui se passe lorsqu'on a un syndrome de Cohn, c'est que, bon, on a dit, l'aldostérone, il va conduire à la réabsorption du sodium et l'excrétion du potassium dans les urines. Mais si j'ai une trop grande sécrétion d'aldostérone, eh ben, j'ai une réabsorption accrue de sodium et une excrétion accrue de potassium. Ce qui va me donner donc euh, une hypernatrémie, pas exactement hypernatrémie, et une hypokaliémie. Ça peut donner donc des troubles neuromusculaires, paresthésie, crampes et asthénie et constipation. Alors les crampes, alors, la crampe, quand vous avez une crampe, donc c'est le muscle qui est contracté et donc vous n'arrivez pas à le relâcher. Et comme j'ai dit que l'hyperkaliémie, donc le potassium, il aide au relâchement, et que le sodium, il aide à la contraction, si je réabsorbe trop de sodium, donc j'ai un peu un surplus de sodium, et au contraire, j'ai une baisse de potassium, donc je vais créer une contraction qui aura du mal, donc un muscle qui va se contracter et qui aura du mal à se relâcher, et donc c'est ce qui donne lieu aux crampes. Vous pouvez avoir une alcalose. L'alcalose, c'est l'augmentation du pH. Donc, le fait d'excréter du potassium, donc l'hypokaliémie, conduit à une augmentation du pH du sang, et donc il va devenir alcalin, ou on dit l'alcalose, et qui serait responsable des crises de tétanie. Chez ces personnes-là, on peut avoir parfois des crises de tétanie par rapport à ce trouble entre le sodium et le potassium. On peut avoir aussi, vu qu'il y a une réabsorption accrue du sodium, on peut avoir une hypertension artérielle permanente et résistante au traitement. Parce que vu qu'il y a un problème de sodium, donc même si on donne des hypotenseurs, ça ne va pas marcher. Donc même avec le traitement, cette hypertension euh, reste permanente. Et aussi, parfois, on peut avoir une intolérance au glucose. Et cette intolérance au glucose, parfois, peut être accompagnée d'obésité chez ces personnes-là. Donc, pour traiter cette pathologie, on va donc, lorsque c'est des tumeurs, des adénomes, on va traiter par chirurgie, donc on va les enlever pour régler le problème. Ou parfois, on va donner des diurétiques anti-aldostérone et avec un régime sans sel pour les gens qui ont une hyperplasie. Donc, on va donner des diurétiques et donc ils sont anti-aldostérone, c'est-à-dire leur action passe par le blocage de l'effet de l'aldostérone. Donc, vu qu'il y a trop d'aldostérone, on va chercher à limiter son effet et on va prescrire un régime sans sel. Vu qu'il y a réabsorption de sodium, donc on va limiter au maximum l'apport de sodium euh, par voie alimentaire. Voilà.
euh, c'est fini pour... c'est-à-dire ça, c'est tout ce qui concerne la, les pathologies de la surrénale. Donc, il y a 4 pathologies. Donc, il reste un cours sur les pathologies des gonades. On va essayer de le faire lundi. Ça va être tout aussi court, c'est pas quelque chose de très condensé. Et donc voilà, je vous demande si vous avez des questions par rapport à ce cours ou autres, si vous avez des questions. Et si vous n'avez pas de questions, je vous libère. Madame, Oui, madame, s'il vous plaît, est-ce qu'il existe des prises en charge hygiéno-diététiques pour les pathologies hypophysaires? hypophysaire. Oui, Euh, En fait, on ne peut pas donner une mesure hygiéno-diététique pour les pathologies hypophysaires en tant que telles. Mais on va essayer de prendre en considération ce qui se produit par rapport à ces pathologies. C'est comme ce qu'on a dit pour les dysthyroïdies. Maintenant, si la pathologie hypophysaire touche par exemple la surrénale et elle touche la surrénale et donc ça va me donner une sursécrétion de cortisol, par exemple. Là, on va prendre en compte l'effet du cortisol. Par exemple, l'effet du cortisol, il a un effet de néoglucogénèse. Lorsque c'est trop, ça a un effet sur la rétention de l'eau. Et par rapport à ces conséquences-là, on va adapter les mesures hygiéno-diététiques. Par exemple, si je sais que j'ai trop de cortisol et que le cortisol fait de la néoglucogénèse et il peut m'augmenter la glycémie, chez cette personne-là, je vais réguler l'apport en glucides. Je ne sais pas si vous comprenez, vous m'avez suivi. Même donc, chose pour... Oui, donc on va traiter les conséquences, on va pas aller c'est directement. surtout les conséquences, parce que ce n'est pas une pathologie qui est traitable par un régime. C'est une pathologie qui, doit avoir une prise en charge purement médicale. C'est pas comme les pathologies métaboliques en première partie où justement on intervient par l'alimentation. Les pathologies métaboliques, c'est le contraire. Comme par exemple diabète, obésité, etc., dyslipidémie, avant même de commencer un traitement médical, on commence par essayer de, de causer une réversibilité et de traiter juste par un régime. Si la personne s'en sort juste avec un régime alimentaire adéquat, ça y est, on la traite qu'avec le régime. Mais pour ces pathologies-là endocriniennes, c'est des pathologies qui sont purement avec prise en charge purement médicale. Et les conseils hygiéno-diététiques suivent les conséquences de ces hormones-là. Voilà. Merci beaucoup, madame. De rien. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, j'ai pas compris, la crise de tétanie. La crise de tétanie, c'est une crise où la personne, si je ne me trompe pas, la personne, on dirait qu'elle a eu une crampe généralisée. Donc, c'est une contraction musculaire de tout l'organisme. C'est-à-dire que tous les muscles sont contractés et on dit c'est une crise de tétanie. C'est ce qui est causé, par exemple, par le tétanos. Donc, c'est pour ça que tétanos, crise de tétanie. Donc, voilà. Donc, c'est une contraction généralisée de tous les muscles. Et la personne donc n'arrive pas à relâcher ses muscles. Et bon, ça peut être une crise plus ou moins longue dans le temps. Ça peut durer quelques secondes. Je m'y connais pas trop. C'est tout ce que je sais sur la crise de tétanie. Et donc, de la même manière que la crampe, ça se déroule, ça a les mêmes déclencheurs que pour la crampe. Donc, c'est un problème entre l'apport entre les taux de sodium et de potassium dans l'organisme. Alors, autre remarque pour le traitement.
Voilà, donc pour la personne qui a fait une remarque, de manière générale, pour le traitement de ces pathologies, il faut faire une supplémentation d'hormones manquantes ou par intervention chirurgicale. De manière générale, c'est ça le traitement de ces pathologies-là. C'est-à-dire que c'est des pathologies à traitement purement médical. Après, on peut accompagner ces personnes lorsque, par exemple, une personne qui atteint d'une pathologie de la surrénale développe une obésité ou autre, on peut l'accompagner pour pallier à ses effets sur le temps. Mais le traitement hormonal et chirurgical, il va de soi chez ces personnes-là. Il n'y a pas de prise en charge diététique spécifique à la pathologie elle-même. Oui, voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Madame, Oui. Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous nous faire des séances en ligne supplémentaires sur les cours qu'on a fait en présentiel? C'est-à-dire que je répète, c'est-à-dire que je fais. En fait, bon, voilà, j'avais prévu de vous faire un enregistrement de la séance et je vous le mets sur YouTube pour les gens qui n'ont pas assisté. D'accord, madame, Maintenant, merci. soit vous voulez, moi, j'ai pas eu le temps jusque-là, donc soit je vais le faire en tant que tel, moi, je vais juste faire l'enregistrement moi-même et je vous le mets sur YouTube, ou si vous préférez une séance avec tout le monde, je le fais avec tout le monde. C'est-à-dire que je vais refaire les cours en présentiel, je vais les refaire à distance. C'est ça que vous voulez. L'enregistrement, ça suffit, madame. D'accord. Merci, madame. D'accord. Donc je vais essayer dès que j'ai le temps. L'essentiel est que je le fasse, je crois, avant la séance présentielle. Au moins, comme ça, le jour de la séance présentielle, on pourra faire une révision globale. Je vais essayer si je peux cette semaine ou la semaine prochaine de vous faire deux enregistrements. Donc l'un sur l'hyperuricémie et le deuxième, ça sera sur, ou bien le premier, deuxième, ça sera sur, qu'est-ce qu'on avait fait? La lipodystrophie et la dyslipidémie. Voilà. Euh, J'entends pas très bien, il y a des coupures. Répétez, s'il vous plaît. Madame, Oui. Sinon, vous envoyez un message parce que j'entends pratiquement rien. il reste combien de cours? Il reste un seul. Normalement, j'avais prévu de faire surrénal plus les gonades, mais j'ai pas eu le temps de préparer et de finaliser le PowerPoint sur les pathologies des gonades. Donc, il reste une seule séance lundi prochain. Après, si vous voulez faire une séance de révision, une à distance et une en présentiel, voilà, y a pas de souci. Autre question? Bien, si vous n'avez plus de questions, je vous dis alors bonne fin de journée, bon courage. Et normalement, j'ai dit demain, je ne pourrai pas vous faire le TD régime thérapeutique, il sera reporté, ça sera le dernier, il sera reporté à jeudi d'après, donc jeudi prochain. Et donc on dit à lundi pour le cours qui reste. Voilà.